Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous annoncer une nouvelle vraiment que je trouve extraordinaire. C'est que Eric Montana et le docteur Olivier Soulier ont reçu un prix vraiment prestigieux qui salue leurs efforts constants à la fois de journalistes et de médecins pour montrer ce que cachent les médias classiques, ce que les politiciens, etc., enfin tous ces gens cherchent absolument à cacher, c'est-à-dire dire les vérités sur ce qui se passe vraiment sur cette immense histoire d'un génocide planétaire en cours. Et vraiment, je trouve que c'est merveilleux qu'ils aient pu être couronnés de ce prix. Ils sont allés à Sienne, le professeur Trito a remis ce prix, et je vais vous laisser, puisque j'ai le plaisir qu'il soit là ce soir à quelques instants avec nous, pour vous parler de ce prix qu'ils ont reçu. Alors, Eric et Olivier, c'est à vous. Bonjour. Bonsoir Tal, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Alors racontez-nous un peu l'histoire de ce prix, s'il vous plaît. On commence par qui? Par Olivier ou par Eric? Par Olivier, honneur au maître. Alors Olivier. Alors, c'est un prix, j'étais tout à fait surpris quand Eric et le professeur Trito m'ont appelé pour me proposer ce prix qui est vraiment fabuleux parce que il permet de récompenser toute une série de personnes qui ont contribué dans toute cette histoire à essayer de mettre la vérité. Et en fait, on a travaillé pendant des années pour que les choses sortent. On a passé énormément de temps, beaucoup d'énergie, et c'est vrai que je m'attendais absolument pas à ça, être récompensé de cette manière-là. Ça m'a beaucoup touché, j'ai trouvé ça magnifique. Et il y avait là-bas des gens tout à fait extraordinaires, dont Eric, qui effectivement fait un travail magnifique avec TVADP, qui ne ménage pas ses efforts pour arriver à ce que toutes les informations sortent, puisqu'on est vraiment, tu l'as dit, on est vraiment dans une magouille planétaire épouvantable, et même si apparemment ils se sont calmés, on voit bien qu'ils ne sont pas calmés du tout. Et ils ont juste changé de thème. Alors ils continuent à s'embêter avec le réchauffement climatique, avec les transgenres, avec tout ça. Enfin bon, ça s'arrête pas. Et la monnaie numérique, le déclenchement automatique des téléphones portables, etc. C'est vraiment, on voit vraiment bien qu'il y a une petite partie de la planète, avec leur gourou Yuval Noah Harari, qui ont décidé qu'ils allaient, ce sont des Übermenschen, comme disait Adolphe, et qu'ils vont essayer de dominer le monde et contrôler tout le monde. Et il y aura des gens ultra puissants, très forts, et puis il y aura des esclaves, et au milieu on va tout détruire. Et c'est intéressant parce que je voyais l'autre fois une interview de Robert Kennedy Jr., qui j'espère sera le prochain président des États-Unis, et qui disait mais il faut faire l'inverse, il faut reconstruire la classe moyenne, il faut reconstruire tous ces gens qui sont entre les deux, qui ne sont pas des gens très riches, mais qui font le tissu social général, tissu social qui détruit. Et on a besoin de ça. Et c'est intéressant de voir parce qu'on est dans une lutte absolument incroyable entre des forces de destruction totalement sataniques, dictatoriales, tyranniques, pédophiles et diaboliques, d'un côté. Et puis de l'autre côté, on voit émerger des gens extraordinaires. Et je dois avouer que en 2-3 ans, on n'a jamais rencontré autant de révélations de personnalités fantastiques qui se sont levées, des citoyens lambda inconnus qui se sont levés, qui ont dit non, ça ne passera pas, non, nous ne nous laisserons pas faire, et on va continuer à dire non, ça ne passera pas. Voilà. Et oui, c'est très précieux. Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce prix? Avant de te dire quelque chose de plus, je veux expliquer à nos amis internautes que aujourd'hui l'émission se déroule un peu dans des conditions particulières, puisque tu n'as pas pu te connecter à ton hôtel et qu'il a fallu qu'on se débrouille à la dernière minute pour essayer de te permettre de te connecter. C'est la raison pour laquelle on n'a qu'une image partielle, alors que d'habitude, on a une image pleine du docteur Schaller. Moi, je dois dire que lorsque le professeur Trito m'a appelé, je l'ai raconté, j'étais dans ma voiture, et lorsqu'il m'a dit que la World Academy Biomedical Technologies avait décidé de sélectionner 2 Français pour leur attribuer un prix, et qu'il m'a cité le nom de Olivier Soulier, évidemment, j'ai pas été surpris. Je pensais que le deuxième aurait été un autre médecin ou quelqu'un qui
qui agit pour essayer de démolir ce narratif officiel mensonger. J'ai été très surpris d'être le second. Donc, dans un premier temps, je n'en ai pas cru mes oreilles. J'ai dit au professeur Trito, attendez, professeur, je vais me garer, vous allez me répéter ça parce que il faut que je comprenne bien. et, et là, effectivement, il m'a donné les raisons pour lesquelles Olivier et moi avions été sélectionnés. D'habitude, je fuis les honneurs, mais là, j'ai une pensée pour mes enfants. Et je me suis dit que mes enfants seraient peut-être fiers de savoir que leur père lutte pour la vérité et pour la liberté. Et j'ai donc accepté ce prix d'abord parce que, comme je l'ai dit, je préfère un Humanity Award à 10 légions d'honneur. Et puis ensuite, être au milieu de tous ces gens prestigieux, ces médecins, ces scientifiques, ces avocats internationaux qui instruisent des plaintes contre Anthony Fauci, contre Ralph Barry, contre Peter Daszak, même contre Ursula von der Leyen, et les entendre monter sur scène puisqu'ils se sont exprimés avant nous, et les entendre détailler ce que Olivier et moi disons depuis des années, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, ça fait 3 ans qu'on nous traite de complotistes délirants. Si ces scientifiques-là, si ces chercheurs-là, si ces médecins-là disent la même chose que nous, c'est que c'est pas nous les complotistes délirants. Ce sont ceux qui nous accusent de complotisme. Alors, voilà, on a été reçus très chaleureusement par Trito et son équipe. Et la cérémonie s'est déroulée le samedi matin. Il faut savoir que le Robert F. Kennedy était en duplex et son discours était retransmis dans le plus grand parc de Sienne. Nous encourager, nous féliciter pour le combat que nous menons. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Anthony Fauci, qui était présent là le même jour que nous pour recevoir l'honoris causa et qui devait faire un discours public juste après, sachant que le professeur Trito et son ONG avaient organisé une contre-manifestation, a fini finalement par renoncer à s'exprimer en public. Il a donc informé les gens qui lui ont attribué l'honoris causa qu'il ne s'exprimerait pas en public. Et on n'est pas peu fiers, Olivier et moi, d'avoir contribué à notre manière à lui faire raser les murs, parce que dans ce système, on honore les criminels et les assassins. Oui, il faut dire que Fauci, c'est quand même une pointure extraordinaire en matière de délinquance, et avec d'ailleurs Kennedy l'a bien dit, hein, Bill Gates, Big Pharma et Anthony Fauci, c'est vraiment les voilà, on est vraiment dans les délinquants de haut niveau, et quand on voit ce qu'il a fait, quand tu vois qu'il a financé ce jeu avec des gènes, avec des gains de fonction pour créer des virus dangereux, voilà, c'est formidable, quand même du niveau délirant. Mais la bonne nouvelle pour moi aussi, c'est que outre tous ces gens qui se lèvent et qui disent c'est pas possible, c'est qu'on a vu au travers de ça que ils n'arrivaient pas véritablement à maîtriser la nature. On s'est bien rendu compte avec ça qu'ils étaient capables de foutre le bordel, c'est-à-dire de créer un virus qui détruisait et qui faisait du mal, mais ils étaient incapables de faire ça proprement, ils étaient incapables de faire ça avec sécurité, et ils étaient surtout incapables. On est dans une idée où un certain nombre de gens voudraient faire une guerre biologique, où on fabriquerait un virus, qu'on enverrait chez l'adversaire et on aurait soi-même un vaccin pour se protéger. Donc on détruirait les autres, on serait protégé. La seule chose, le problème, c'est que c'est le contraire, ils se tirent une balle dans le pied. Ils envoient un virus qui finalement n'est pas dangereux et pour lequel on a des traitements comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine ou d'autres remèdes. Et en face, leur mode de protection, il détruit tout. Le vaccin, lui, est 10 fois plus dangereux que le virus en lui-même. Donc, ça veut dire, en gros, ils ont fait un coup dans l'eau. Ils ont fait surtout un coup qui montre qu'ils sont incapables de le faire. Et je trouve que
la nature leur donne une leçon, une claque fantastique, une fessée fantastique en disant regardez, vous vous prenez pour Dieu, mais vous êtes absolument incapables, vous êtes que des gros dégueulasses qui avançaient comme des éléphants dans des magasins de porcelaine, qui détruisaient tout. Et ça veut dire que aujourd'hui, raisonnablement, aucun État ne peut se permettre de balancer un virus parce qu'ils n'ont aucun moyen de contrôler l'antidote. Donc, globalement, il y a un échec absolument retentissant de leur magouille et c'est bien qu'ils retiennent. Et alors, je trouvais aussi très intéressant que la nature, je blague en disant, parce que en fait, ils disent que dans l'ADN, il y a 10% de l'ADN efficace, le reste c'est de l'ADN poubelle. En fait, ils ont rien compris. La seule poubelle, c'est eux. Ils ont rien compris que les 90%, c'est de la régulation. Tu sais, c'est comme dans les maladies idiopathiques. Je dis que dans les maladies idiopathiques, le seul idiot, c'est le médecin et ou la médecine. Et donc, ils n'ont rien compris parce que la nature est parfaite. Elle fonctionne merveilleusement bien puisque ça fait des millions d'années qu'elle fonctionne. Si elle fonctionnait pas, bah alors elle serait détruite. N'a persisté que si ça fonctionnait. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'ils disaient Dieu se trompe. Mais heureusement, Fauci, c'est mieux que Dieu. Et sauf que il fait juste, à part saloper, il sait rien faire. Et j'adore, et c'est comme si Dieu répondait en faisant un pied de nez en disant, vous avez, c'est le réchauffement climatique, et ben, on va faire pleuvoir comme jamais. C'est la sécheresse, et Dieu se fout vous avez vu votre sécheresse, comment elle est? Je trouve que la nature est pleine d'humour alors je sais pas s'il l'a fait exprès, mais moi j'adore ça, j'adore comment la nature démontre aux humains prétentieux, leur donne une leçon de modestie. Et je pense qu'il faut rester modeste face à la perfection de la nature, face à la merveille qu'est l'être humain. Et on est là pour servir l'être humain, on est là pour servir la nature, et pas pour se prendre pour des demi-dieux. Voilà. Tout à fait. Le problème, c'est que derrière cette recherche, parce que Kennedy l'a exprimé très, très brillamment il y a peu de temps, il fait un livre là-dessus, toute la recherche depuis des années, c'est d'essayer de faire un virus tueur, et c'est un échec absolument cuisant. Ils n'ont pas réussi du tout. Par contre, les injections qu'ils font pour lutter contre ce soi-disant virus, elles sont d'une toxicité effroyable. Donc, à ce niveau-là, leur génocide fonctionne. Mais c'est pas le virus le problème. C'est ce qui donne, soi-disant, contre ce virus. Mais ce que je trouve passionnant aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens s'éveillent, et cet éveil est inévitable, inéluctable, parce que ceux qui ne s'éveillent pas sont dans de mauvais draps, et du coup, je pense que chaque jour, il y a comme ça quelques milliers de gens en plus qui s'éveillent à prendre conscience que nous avons été dirigés par des fous dangereux, des psychopathes, qui devraient être derrière les barreaux depuis longtemps, et c'est là qu'ils vont finir, parce que vraiment, ils ont beaucoup de sang sur les mains. Parce que c'est quand même extraordinaire de voir que si je tue ma belle-mère avec de l'arsenic, je vais en prison pour 50 ans, mais Fauci, Bill Gates, qui ont vraiment détruit des millions de vies, et ben, ils courent toujours, et ils sont encensés par les journaux corrompus. Enfin, bref, c'est hallucinant de voir ça. Mais je pense que le règne touche à sa fin, parce que justement, l'éveil des consciences est inévitable. Et c'est dans cette optique, d'ailleurs, que justement, nous allons parler santé. Parce que c'est bien de dire tout ce qui ne va pas, on l'a tous fait beaucoup, mais maintenant ce qu'on essaie de faire dans cette émission, c'est d'amener aux gens des outils valables pour prendre leur santé en main. C'est-à-dire pour arrêter de maudire, d'accuser, d'être tout le temps dans la guerre contre qui que ce soit, mais de dire qu'est-ce qu'on fait pour être responsable de soi-même. Parce que le fond de tout, c'est que la santé ne viendra jamais de quelque chose d'extérieur. Croire que la santé viendra d'un médicament ou d'une injection, ça c'est l'illusion de notre époque. La réalité, c'est que la santé, c'est nous qui en sommes responsables, d'où le concept de la santé, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous ayez eu ce prix et qu'on puisse ce soir accueillir une personne passionnante, Alexandrine, qui va justement, avec nous, avancer dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sa santé? Alexandrine, je te laisse te présenter. Alors, excusez-moi, j'avais dû perdre la connexion. Tal, je crois que vous venez de me demander de me présenter, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc déjà, bonsoir à tous. Bonsoir Tal, bonsoir Olivier, rebonsoir Eric, et à tous les deux, vraiment, toutes mes félicitations pour ce prix, cette récompense. On en a parlé un petit peu avant, mais amplement méritée. Il faut encore des gens comme vous, et on va faire bouger les choses, et en effet, on va les écrouler comme un château de cartes, progressivement, mais sûrement, parce que ça ne peut pas continuer. Et comme vous l'avez dit, le monde s'éveille, le monde change et revient à des choses beaucoup plus naturelles. Je rejoins totalement Olivier quand il parlait de la nature et de l'être humain et de cette intelligence.
Et je crois aussi qu'ils se sont complètement trompés. La machine humaine, le corps humain est archi bien fait. Il n'a pas attendu ces gens-là pour lutter contre des virus ou pseudo-virus. La nature a toujours repris ses droits et très clairement, j'adore leur sécheresse asymptomatique parce qu'on est encore sous les orages et il pleut et il pleut et il pleut. Mais voilà, moi, c'est pour me présenter, je suis thérapeute holistique. Donc, holistique, ça veut dire que je traite l'être humain dans sa globalité, sur tous les pans, sur tous les plans, et que l'être humain fonctionne avec un corps, fonctionne avec un système énergétique, fonctionne avec des émotions, fonctionne avec un mental, fonctionne avec une âme, donc une spiritualité aussi, et qu'on ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre, c'est un ensemble. Ça fait plus de 10, 11 ans, 12 ans que je suis thérapeute. Et Éric Loridan et Éric Montana ont très, très gentiment accepté l'année dernière d'être parrain d'un projet que je lançais, qui maintenant est abouti. Donc, dans les Landes, à côté de Mont-de-Marsan, dans un petit village qui s'appelle Perquy, j'ai ouvert un dispensaire de soins vibratoires, de soins énergétiques, de soins naturels. Parce que je crois, comme on vient de le dire, que ce monde actuel, à part le regarder s'écrouler puisqu'il ne correspond à plus personne, il faut maintenant se tourner vers du positif et revenir à des choses simples et naturelles. Et je crois que les gens, de plus en plus en tout cas, ne veulent plus de chimiques, antibiotiques, anxiolytiques, tout ce qui est en I, qu'ils n'en peuvent plus. Par contre, ils veulent des choses plus naturelles. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah oui, il y a mon site, super. C'est très gentil, merci Eric. Donc, pour l'instant, je fais des soins. Et l'objectif aussi, c'est, si j'ai mis le mot dispensaire, c'est parce que les gens aussi, actuellement, on le sait tous, hein, qu'on est quand même en crise, en récession économique. Et les gens n'ont plus les moyens et ne veulent d'ailleurs pas investir dans la médecine allopathique puisqu'il n'y a pas tant que ça de résultats. Ou en tout cas, de moins en moins. Quand on traite tout au Doliprane, on s'interroge. Et donc, c'est des soins qui vont coûter 20 €, qui durent 30, 40, 50, 60 minutes. Que des soins naturels, donc ça peut être un peu de massage, ça peut être un petit peu d'énergétique, ça peut être un petit peu d'aide émotionnelle ou d'aide au deuil, ça peut être des petites réceptions des messages que je peux donner. Et à côté, il y a une cristallerie, donc il y a beaucoup de cristaux, avec chacun leurs propriétés et leurs vertus thérapeutiques. Et j'ai une herboristerie. Il y a 46 plantes que je gère du début à la fin avec beaucoup d'amour. Donc, j'ai 46 plantes thérapeutiques et je les propose, moi, que. Notre amie Alexandrine. On a perdu le son, oui. Voilà, un Internet ravitaillé par les corbeaux. Alexandrine, on ne t'entend plus, ma chérie. Alors, en attendant qu'elle revienne, j'aimerais saluer ce genre d'initiative parce que c'est vraiment ça notre futur. C'est de sortir des systèmes anciens avec une hiérarchie, le médecin c'est tout, les gens ça. On t'entend de nouveau? Alexandrine? Non, on a perdu Alexandrine, le son. Il faut que tu te remettes à l'endroit. Bon, en tout cas, Alexandrine a fondé ce magnifique lieu que le doc Loridan a visité. Comme elle le disait, le doc et moi sommes les parrains de ce dispensaire humanitaire. On avait été séduits par son projet. On avait été séduits par la personnalité et le caractère d'Alexandrine, qui toute seule a bâti ce magnifique domaine où il y a, paraît-il, une piscine extraordinaire et que, bien évidemment, j'ai hâte de visiter dès que la révolution aura commencé. Voilà. Alex, est-ce que tu nous entends? Alors, c'est joli, hein. L'ange magnifique. Ouais, c'est un bel endroit. Le docteur Loridan y est allé 2 fois, je crois, et Laurent Montesino doit aussi aller voir. Voilà, c'est une autre
vision de la santé plus proche de tes thèses, mon cher Tal. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est un bel endroit, vraiment. Ces images sont magnifiques. N'est-ce pas? C'est génial que des choses comme ça se créent. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus d'une médecine hiérarchisée où le médecin fait des ordonnances toute la journée et où il ne s'occupe pas des gens. Les médecins n'ont plus le temps maintenant de s'occuper des gens, mais où on part de la base, c'est-à-dire la nature, le respect des lois du vivant, et on donne aux gens non seulement des soins, mais toute une éducation. Moi, ce qui m'a passionné depuis un demi-siècle, c'est la notion que donner un poisson à celui qui a faim, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais si on lui donne du poisson, ben, au bout d'un moment, il n'apprend rien du tout. Alors que si on lui donne une canne à pêche, dès qu'il a le ventre plein, il va apprendre à pêcher lui-même. Et cette dynamique d'enseigner aux gens les grands principes de la santé naturelle sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel, ce qui est la médecine holistique, c'est vraiment ça notre futur. C'est de partir de là où les gens sont et de les éduquer pour que peu à peu ils deviennent indépendants, responsables, qui prennent leur santé en main plutôt que d'attendre que la santé vienne d'un thérapeute. Oui. C'est passionnant. Alors on voit des très belles pierres là d'ailleurs. Les pierres, c'est un monde merveilleux. Ce que je trouve beau, c'est la complémentarité des pierres, des végétaux, l'aromathérapie, les plantes, les tisanes, etc., l'alimentation, le travail sur les émotions, tout ça, c'est un ensemble. Parce que nous sommes tout ça. Et un des drames de la médecine moderne, c'est qu'on a fait des spécialisations. Il y en a un qui s'occupe de votre estomac, le proctologue s'occupe de votre anus, c'est devenu du délire. Parce que ça fonctionne pas du tout comme ça dans la vie. Dans la vie, tout est interdépendant. Et ce qui est merveilleux dans un corps humain, c'est cette fantastique sagesse qui permet au foie de collaborer avec l'estomac, au cerveau de collaborer avec la main. Enfin, tout est interrelié. Et ça nous donne, le corps humain nous donne une extraordinaire leçon des lois cosmiques. Tout va marcher ensemble. Ah, on t'entend de nouveau, Alexandrine? Alors, moi, je voudrais rendre un hommage à Tal, que je connais depuis plus de 30 ans, et que j'avais découvert au travers de ses livres, de certains de ses livres, dont entre autres à l'époque quand il parlait du rire, et j'avais assisté à des conférences et des stages sur le rire, et j'avais trouvé ce personnage tout à fait original avec ses chemises fantastiques, mais que j'ai découvert un peu à la fois comme étant une encyclopédie. Il a recherché partout, publié des dizaines de livres. Et c'est un véritable monument de la médecine alternative, de la médecine naturelle. Tal, je te rends hommage parce que franchement, je suis très honoré d'être là avec toi. Et tu es un monument et tu as fait une quantité de choses dans ta vie absolument incroyable. Et franchement, il faut que les gens sachent qui tu es et quel personnage formidable tu es. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est une vraie éloge funèbre, si j'ose dire, mais je ne suis pas encore mort. Mais c'est vrai que je suis un peu un dinosaure, moi. Parce que ça fait plus de 50 ans. Ah oui, c'est un peu un dinosaure, c'est vrai. Un dinosaure vivant. Mais je me suis passionné, moi, par tout ce qui concerne la santé. Et c'est vrai que mon slogan a toujours été que la santé, ça s'apprend. C'est dire aux gens, vous avez appris à patiner, à faire de la broderie ou du ski, ben, vous pouvez apprendre à être en bonne santé. C'est pas quelque chose qui vient d'un coup de chance et on tombe pas malade, en fait. Dans cette vision-là, la maladie est toujours un effort merveilleux du corps pour se guérir. Donc, toute maladie est à bénir puisqu'elle nous aide à aller vers la guérison. Et c'est ça que la médecine moderne allopathique n'a pas compris. On coupe des symptômes à tour de bras, on enlève des tumeurs, on irradie, enfin, on fait des tas de choses qui ne tiennent pas compte du fait que le corps sait et peut tout guérir. Il a cette capacité. Mais même le mot guérir est devenu chasse gardée. C'est-à-dire que si vous mettez sur un site internet quelque chose sur guérir, on vous dit ah non, ce mot est réservé à la médecine. Alors, il faut mettre guérir GAI-RIR, c'est ce que fait Nelly Grosjean pour changer la donne. Mais c'est passionnant de comprendre que lorsque quelqu'un est motivé pour apprendre à équilibrer son corps physique, à gérer ses émotions, à ouvrir son cerveau droit à une conscience spirituelle, c'est le chamanisme, eh bien, il va forcément aller de mieux en mieux. Il va s'ouvrir à une dynamique et il ne sera plus prisonnier des habitudes qui nous tuent. Est-ce que, Alex, tu as pu revenir? On t'entend de nouveau? Oui, j'ai changé. Je crois qu'avec l'iPod, ça ne marche pas. Là, je vous entends. Chouette. Et je vous vois. Parfait. Alors, continue à nous présenter ton centre parce que c'est vraiment passionnant ce que tu fais. Alors, je ne sais pas ce que vous m'avez entendu? Non. On a vu de très belles images de ton lieu, mais continue à nous expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Ok, je recommence. On va recommencer. Donc, je disais, moi, ça fait 11 ans que je suis thérapeute holistique. Donc, holistique, ça veut dire que je traite l'être humain dans sa globalité. L'être humain a une sphère physique, une sphère énergétique, une sphère émotionnelle,
évidemment un mental et aussi on a une âme, donc une partie spirituelle. Et je pense qu'on ne peut pas traiter l'un sans l'autre et que tout doit être traité en même temps. Donc, c'est exactement ce que je fais. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai eu l'envie, et on m'a un peu poussé à monter un projet de dispensaire de soins énergétiques, de soins vibratoires dans les Landes, à côté de Mont-de-Marsan, dans un petit village qui s'appelle Perquis. Et ce dispensaire est ouvert depuis septembre dernier. Dispensaire vibratoire, dispensaire parce que je tenais à ce que ce soit des soins accessibles. D'abord parce que je crois que les gens, je crois qu'ils sont à saturation de la médecine allopathique, des antibiotiques, des anxiolytiques, de tout ce qui est chimique, et qui veulent plutôt des choses naturelles. Donc, je me suis positionnée comme ça avec des tarifs très, très accessibles. C'est-à-dire que les soins que je propose, qu'ils durent 30, 40, 50, 60 minutes, sont à 20 €, moins cher qu'une consultation de généraliste. Les plantes qui sont à disposition sont à 1 € les 10 grammes. Donc, c'est le concept déjà de dispensaire qui soit à la portée de tous et de toutes. Vibratoire et énergétique, parce que dedans, je propose des soins évidemment que je fais actuellement. Donc, il peut y avoir un peu de massage. Il peut y avoir des soins de libération émotionnelle, d'aide au deuil, par exemple, des recharges énergétiques. Des fois, je peux recevoir des messages et les transmettre. Donc ça, c'est pour la partie soins. Et j'ai 2 autres parties dans le dispensaire. Une partie cristallerie. Donc, ce sont des cristaux qui chacun a son propre univers et ses propres vertus et propriétés. Et j'ai une partie herboristerie que je gère avec beaucoup d'amour, mes petites plantes. Du début à la fin, j'ai 46 plantes thérapeutiques. Donc, il y a quand même un large choix qui permet de travailler aussi bien sur la sphère énergétique, qu'est-ce que je suis en train de dire, pardon, la sphère ORL, je vais y arriver, aussi bien quand on a des rhumes, des grippes, quand on a des problèmes intestinaux, quand on a des problèmes aussi neurologiques, quand on a des problèmes de stress. Et moi, je me suis axée sur les tisanes, parce que je voulais déjà quelque chose de simple pour commencer. Et en fait, ce sont juste des adjuvants à la pratique que je propose. Mais ça rejoint ce que disait Monsieur Soulier quand il parlait de la nature, et je le rejoins à 2000%. L'être humain, le corps humain est la machine la plus évoluée, et on aura beau essayer de faire tout ce qu'on veut par des virus, par des mutations, par des tas de choses, il retombera toujours sur ses pattes, et la machine est très très bien faite, très intelligente. Et la nature, ça fait des milliers et des milliers d'années qu'elle se gère, et qu'elle se gère sans nous, mais qu'elle nous apporte tout ce dont on a besoin pour manger, pour boire. On peut boire de l'eau de bouleau. Moi, je suis en train de faire mon tabac simplement avec des plantes. J'ai de l'achillée millefeuille, de l'ortie et de la menthe. On peut fumer naturel sans avoir de goudron, de fil, d'ammoniac, de nicotine, tout simplement. Et évidemment, on peut se soigner avec. Donc, c'est ce concept que j'ai souhaité développer, parce que je crois, comme vous l'avez dit aussi en début d'émission, que le monde actuel, il faut juste le regarder s'écrouler, les gens n'en veulent plus, les gens ne sont plus en résonance avec ça, ni sur la justice, ni sur le travail, ni sur la santé, ni sur l'éducation nationale. Tout est en train de s'écrouler, et à un moment, je pense qu'il faut se tourner vers la construction d'un nouveau monde, plus en respect, plus en coopération, plus en humanité, parce qu'on perd quand même, je crois qu'on va lancer un avis de recherche, parce que c'est une qualité qui est en disparition totale. Mais on a un petit peu d'espoir. Grâce à cette situation, on retrouve justement quelques valeurs. Et ce que j'amène déjà dans mes soins à côté, mais que je fais encore plus sur le dispensaire, c'est surtout d'amener les gens à être autonomes, à être responsables de leur santé. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort du lot, pas plus qu'un médecin allopathique ou un médecin ésotérique. On peut tous prendre en main notre santé. Et c'est ce que je fais dans les émissions sur TVADP, Lendemain Nature. Par petites pastilles, je distille en fait des petits conseils sur la sphère physique, comment on peut améliorer notre santé physique, sur la sphère énergétique, comment on peut faire, sur la sphère émotionnelle, comment on va travailler une émotion. Et en fait, c'est à la portée de tout le monde. Alors c'est sûr, ça demande un petit peu de motivation et de courage au départ, mais on peut faire énormément de choses. Donc ce dispensaire,
a vraiment cette vocation d'ouverture sur le nouveau monde, de partenariat, de respect des gens, respect de la nature. C'est dans un lieu en plus qui s'y prête complètement, c'est un écrin, c'est un petit joyau perdu au milieu de la nature, il n'y a pas de pollution ni sonore, ni olfactive, ni visuelle, c'est totalement atemporel, quand on arrive, on est coupé. Déjà, le lieu travaille sur les personnes et recharge. Après, moi, avec mes petites mains d'amour, je fais ce que je peux aussi pour aider les gens. Et encore une fois, il y a des adjuvants accessibles et pas chers, plus plein de conseils, plus des temps de partage et d'échange. Et c'est vrai que je pense que c'est important de montrer un lieu comme ça, parce que de ce que j'ai compris, je crois que c'est une chose totalement unique en France. Je discute même avec un ami suisse qui est paysagiste, horticulteur. Il m'a dit pareil en Suisse, ça il connaît pas, il n'a pas vu. Donc je pense que c'est important de parler de ce lieu, de ce genre de concept, parce que je crois que si ça pouvait faire des petits bébés et s'étendre, c'est vers ça qu'il va falloir un petit peu croître. Non pas travailler, parce que travailler est un terme toujours un peu laborieux, mais œuvrer tous ensemble pour ce nouveau monde. Ben oui. Le travail, je crois que c'est un truc pour torture, si on regarde l'étymologie, alors que œuvrer, en fait, on y prend du plaisir dans l'œuvre. On y prend du plaisir et on n'est pas dans une notion de il faut y aller, c'est dur, c'est compliqué. On s'y éclate. Et c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir aller travailler tous les jours avec la banane. donc voilà ce que je peux un petit peu dire. Je ne sais pas après si vous avez des questions. Oui, est-ce que je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu fais? Moi, il y a un secteur qui me passionne, c'est la gestion des émotions. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dans ma carrière qui font une démarche naturopathique. Ils découvrent le jeûne, l'alimentation vivante, et puis malgré toutes ces belles choses, les plantes, etc., et puis il y a quelque chose qui bloque. Et souvent, j'ai remarqué que ce qui bloque, c'est qu'ils ne s'occupent pas de leur corps émotionnel. Le corps émotionnel est comme négligé dans notre société. On est dans le chute de la planète Terre, T-A-I-R-E. On n'exprime pas les émotions, on les garde à l'intérieur. Qu'est-ce que toi tu fais sur ce plan émotionnel? Quels sont tes trucs, tes secrets en quelque sorte? Alors j'ai plein de petites choses, mais c'est vrai que j'ai monté un protocole. Au départ, je l'avais fait pour moi, quand j'ai travaillé sur mes propres émotions, parce que comme tout le monde, on a de la colère, de la tristesse. Oui. Et puis je me suis rendu compte que ce protocole marchait bien, donc petit à petit, je le fais avec les personnes qui viennent me voir. Je leur fais une fois en guidance et après, je leur donne pour qu'ils puissent justement prendre leur santé en main. Mais une émotion, si on la met sous le tapis ou dans le placard, elle n'est pas traitée. Elle va ressortir un jour comme un volcan. Donc moi, je travaille l'émotion en fait en allant la chercher, en l'observant, en allant discuter avec elle, comprendre d'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire comprendre? Qu'est-ce qu'elle me fait comme cadeau? Qu'est-ce qu'elle me donne comme leçon? Qu'est-ce qu'elle me permet d'apprendre? On va chercher ce qui se cache derrière l'émotion, justement, la chose positive, le gros cadeau qu'il y a derrière. Après, j'y intègre un petit peu on coupe tous les liens qui pourraient être reliés à cette émotion. Je rajoute aussi un petit protocole, moi, de Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est « je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Et puis, toujours un petit câlinou à la fin. On met plein d'amour et plein de lumière et on l'intègre dans le cœur. Parce que c'est comme un sport de combat ou c'est comme une maladie. Dès qu'on est en opposition, dès qu'on est en mode guerre et qu'on va se confronter, quand je fais ça, ça fait mal. Mais si on va accompagner le mouvement, en fait, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus respectueux. Et en fait, une émotion, c'est comme une pathologie, c'est juste un message qui nous est transmis, qu'il faut comprendre et intégrer. Une fois qu'on l'intègre, l'émotion, elle se disperse, elle se pose, parce qu'elle a eu la chance de pouvoir s'exprimer. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une tare d'exprimer ses émotions dans notre société actuelle. Les garçons, il ne faut pas pleurer. Les filles, si elles pleurent, c'est des pisseuses. Non, tu n'as pas le droit d'être en colère. La colère, c'est pas bien. Mais si, bien sûr que si. Il y a des colères qui sont saines. Et il faut savoir les laisser sortir. Il faut savoir les exprimer. Et quand elles deviennent trop grosses, on prend le temps d'aller les comprendre et de les intégrer. C'est comme ça, moi, que je travaille en particulier. J'en ai d'autres. Mais ça, c'est vraiment un protocole que j'ai monté qui rassemble plein de petites choses, mais qui est assez complet pour travailler sur de la libération émotionnelle.
Ouais, C'est passionnant. est-ce que ça vous parle un petit peu ce que je Oui, dis? tout à fait. Moi, ce que je vois avec ma femme et notre fils, puisqu'on enseigne les trois ensemble, ce qu'on voit dans nos stages, c'est qu'on commence souvent par un exercice très amusant. On dit à un stagiaire, viens au centre du cercle et montre-nous comment tu vas vivre la colère, la peur ou la tristesse si tu avais 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il est encore intense. Il vit son émotion avec une intensité Ah oui. formidable. Il crie, enfin, il est vivant. Mais il y a presque plus d'adultes qui savent imiter l'enfant de 3 ans. La plupart des adultes, ils vont faire un petit son ou pas du tout, un petit geste, mais ça, c'est des enfants qui ont été massacrés par l'éducation. Et c'est passionnant de réapprendre aux gens à retrouver l'intensité émotionnelle de l'enfant de 3 ans. Pour dire, oui, je suis en colère. Bien sûr, vous pouvez passer en public, mais on peut, quand on est seul, vivre l'émotion d'une manière agréable. Parce que la société nous a fait croire que la colère, c'est très dangereux, il ne faut pas y aller. Mais c'est pas vrai. Un enfant de 3 ans, il a un plaisir fou d'être en colère. Il a une joie extraordinaire parce qu'il vit l'émotion intensément. C'est ça, il a le droit. Oui, oui. Il a tout à fait le droit et c'est légitime. Mais vous imaginez un enfant quand il pleure ou quand il fait un caprice, on lui dit t'as pas le droit, arrête de pleurer. C'est ça. Ouais. On aurait une femme qui est en train de pleurer ou un homme qui est en train de pleurer, on va le voir, on fait arrête, t'as pas le droit de pleurer. C'est débile. Oui. C'est débile. Pourquoi c'est la catastrophe de nos éducations. Sur l'enfant qui est juste. Oui, on met des carcans. Mais oui, un enfant, c'est spontané. Il a envie de te dire merde, il te dit merde, et dans la foulée, il vient de faire un câlin, il va t'offrir un caillou parce que c'est son plus beau cadeau. Et c'est génial. On peut plus faire ça. Et dès qu'ils le font, on va leur dire non, c'est pas bien. Mais si, c'est génial, continue à le faire, mon petit. Exprime-toi. C'est parce qu'on n'exprime pas qu'on a autant de déconnades actuellement. C'est ça. Toute la construction qu'on a, elle est antinomique avec ce qu'est un être humain. Les enfants, ça a besoin de courir, ça a besoin justement de mettre les mains dans la terre, ça a besoin de créer un système immunitaire. On leur dit assieds-toi et regarde un écran toute la journée. Bien sûr qu'ils pètent des câbles, les gamins. Ça ne peut pas être autrement. En plus, avec toute cette mode-là des écrans, en tant que médecin, vous le savez, on a deux visions. On a la vision focale, on a la vision périphérique. La vision focale, c'est la vision du prédateur, normalement, qui est focalisé sur sa proie. Et la vision périphérique, c'est plutôt la proie qui regarde d'où va venir l'attaque. On a les deux. Et jusque-là, je trouve qu'on avait appris à gérer les deux. Depuis qu'on est passé sur les écrans, les télés, les smartphones, etc., et qu'on entraîne les gamins dès l'école à être comme ça, je ne vais pas dire qu'on est en train de monter une génération de prédateurs, mais en fait, pas loin. Les gens n'ont plus la vision périphérique, pas plus de leur vie que de la société, que du monde actuel. Et c'est pas pour rien non plus qu'on a autant d'agressions et de choses comme ça. Les gens ne travaillent plus cette vision périphérique. Tout ça, c'est des choses de conditionnement qu'on a à l'école, qu'on a dans la société, qu'on a au travail, qu'on a eu dans notre famille, qu'on a eu par la religion, qu'on a eu par tout ce qui fait qu'on est construit en tant qu'enfant, adolescent, et qu'on garde à notre état adulte. Mais ça fait des dégâts. Ça laisse des traces. Et à un moment, il faut aller soulager tout ça, qu'on parle d'émotionnel, qu'on parle de nœuds énergétiques, qu'on parle de pathologie. Parce que c'est pareil, au lieu d'aller combattre un cancer, peut-être que ça vaut le coup d'aller discuter avec son cancer pour comprendre qu'est-ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que c'est que le message que tu essayes de me transmettre? Une femme qui a un cancer du sein, un homme qui a un cancer de la prostate, c'est pas anodin. C'est un problème de féminité, c'est quelqu'un qui porte, qui allait peut-être son mari, peut-être des enfants très très grands, c'est quelqu'un qui peut-être a étouffé sa partie féminine et qui est très dans sa partie masculine. Les cancers de la prostate arrivent chez des hommes très souvent quand ils ont perdu leur travail, quand ils arrivent à la retraite, parce qu'il y a aussi une perte de pouvoir, c'est des gens qui ont peut-être des fois des femmes très dominatrices. Et ben le corps, il exprime que j'en peux plus. Donc, si on prend le truc à l'envers et qu'on remonte jusqu'à de l'émotionnel, qu'on remonte sur un petit peu d'énergétique, voire même sur des vies antérieures, la pathologie, elle tombe. Elle s'efface une fois qu'on a compris. Des gens qui ont des conjonctivites, c'est des gens qui, à un moment dans leur vie, ne veulent pas voir des choses. Donc, ils ont plein de pus, ils peuvent plus ouvrir les yeux. Quand ils voient, finalement, dans leur couple, dans leur travail, dans la société, ce qui les dérange, la conjonctivite, elle part toute seule. Alors, c'est sûr. On peut gagner du temps en prenant des médicaments. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 jours, on est en général sur pied. Et peut-être que ça vaut le coup de prendre 10 jours, de laisser un peu le corps faire son travail, d'essayer de le comprendre, de poser et de libérer tout ça de manière naturelle. Le corps a toujours fonctionné comme ça.
C'est vrai. Moi, ce qui m'émerveille, c'est de voir à quel point le corps a une sagesse colossale. Un corps humain, c'est quand même des milliards de réactions chimiques chaque seconde, des millions de cellules qui naissent et qui meurent toutes les semaines ou tous les mois. C'est complètement hallucinant, un corps humain. C'est un orchestre symphonique complètement gigantesque. Et croire que quand on est malade, c'est parce que le corps veut nous casser les pieds, ça, c'est une illusion colossale. Beaucoup de gens, ils ont ça. Ah, je suis tombé malade, pas de chance. Vite, enlève-moi cette maladie. Et ils veulent repartir comme avant. Alors que si on va dans cette notion-là, c'est vraiment passionnant de voir qu'il y a un message et que si on écoute ce message qui va dire, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que tu modifies, il faut que tu changes, découvre qu'est-ce que la maladie veut t'apporter. Et à ce moment-là, moi j'ai connu comme ça beaucoup de gens qui écrivent des livres, merci sida, merci cancer, merci sclérose en plaques, grâce à vous, j'ai appris à gérer ma santé. Donc la maladie n'est plus une catastrophe, mais l'occasion de faire un chemin pour apprendre à gérer sa santé. Oui. Donc voilà, ce projet, enfin c'est même plus un projet, ce concept répond normalement à ça et amène les gens à être plus conscients. Parce que ça aussi, je crois qu'on nous a un peu déconnecté de notre conscience, de ce qu'est capable de faire notre machine. On sait encore une fois, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Les cellules se régénèrent toutes seules. Mais quand on voit qu'ils ont essayé de nous mettre des injections, etc., pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de boosters? C'est parce que le corps, à un moment, met du temps, mais il arrive à éliminer. Notre ADN est en train de muter. On évolue aussi. Et ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça, c'est sûr qu'ils se sont énormément ratés dessus. Mais il faut que les gens prennent conscience de ce qu'on est capable de faire dans notre souveraineté, d'être pas simplement un petit humain, comme on nous le dit, voilà, on vit, on travaille et on meurt. Non, non, il y a beaucoup d'autres choses en fait qu'on est capable de faire. Et tous à notre niveau, on n'a pas besoin d'avoir des dons. Hein. Qu'est-ce que tu fais sur le plan de l'ouverture justement psychique et je dirais même spirituelle? Comment est-ce que tu abordes ce domaine-là? Alors moi, quand je me suis lancée il y a 11 ans, on était 17 en France, donc c'était pas beaucoup, à faire de l'hypnose spirituelle. Ah oui. Actuellement, ça s'appelle aussi hypnose quantique, hypnose de régression, hypnose humaniste. Donc en fait, c'est mettre la personne en état d'hypnose pour aller connecter son âme. Et son âme, avec tout ce que ça englobe, va nous amener, alors soit dans des vies antérieures, parce que quand on nous donne accès à des vies antérieures, c'est qu'en général, on est dans une émotion, on est dans une situation, on est dans une relation répétitive. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on le retravaille maintenant. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'on n'a pas bien travaillé à l'époque pour libérer maintenant. Et moi, je suis une des rares, je crois qu'on n'est pas 3 en France à faire ça, faire des projections dans les futures vies probables. On n'est pas en voyance, ce sont des probabilités. Donc, l'hypnose spirituelle peut donner accès aux vies antérieures pour comprendre un peu d'où on vient, comment on s'est construit, pour expliquer qui on est maintenant. Mais on peut aussi avoir accès à nos guides. Nos guides, attention, ils ne sont pas que là pour guider. Des fois, dans les séances, ils viennent faire des soins. Ils viennent nous orienter. Ils viennent nous conseiller. On peut avoir aussi en hypnose spirituelle l'accès justement au monde spirituel. Donc, voir qui nous accueille quand on rentre à la maison, qui sont nos âmes sœurs. Ce qu'on appelle nos âmes sœurs, c'est notre famille d'âmes. Attention, rien à voir avec les liens terrestres, le grand-père, la grand-mère, le mari, la femme, le fils, la fille. Non, hein, c'est très différent. On peut comprendre les choix d'incarnation. Pourquoi j'ai choisi un corps de gros avec une obésité morbide ou un corps d'anorexique? Pourquoi j'ai choisi un corps de noir ou jaune ou blanc? Pourquoi j'ai choisi un corps d'homme ou de femme? Pourquoi j'ai choisi un corps homosexuel ou hétérosexuel? On peut comprendre aussi les accords d'âme qu'on a passés avec les membres de la famille, des amis, peu importe, mais qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je suis venue te faire travailler? Qu'est-ce que en fait tu me fais travailler? On a aussi les défunts en hypnose spirituelle. Des fois, votre grand-mère, je dis ça au hasard, peut venir en séance pour plusieurs raisons. Soit parce que le deuil, alors récent ou ancien, ça n'a pas d'importance, mais n'est pas fait, n'est pas digéré. Et en général, on voit le défunt arriver en mode pump it up. Regarde, je vais super bien. Passe, tu peux avancer. Moi, ça va. Ou le défunt est un protecteur. C'est quelqu'un qui vous aime bien et qui vous suit. Ou encore, des fois, on peut découvrir que le défunt était votre guide. On peut trouver des tas de choses dans le ventre de la maman, que peut-être pendant la maman aussi, sa grossesse, elle n'était pas super épanouie, elle a engrammé le bébé. Et on a des choses qu'on garde encore à l'état adulte, mais qui ne nous appartient pas du tout. On peut découvrir des jumeaux,
savoir pourquoi le jumeau était là, pourquoi il est parti, comment ça se fait. On peut aller chercher énormément de choses. Là aussi, en hypnose spirituelle, on peut travailler sur de la pathologie physique, on peut travailler sur de l'émotionnalité, on peut travailler sur des viols, on peut travailler donc sur des défunts, on peut travailler sur des sphères énergétiques ou clairement spirituelles. C'est comme ça que moi j'ai mis le pied dans la porte, en fait, pour toucher la sphère âme. Parce que c'est pas, d'ailleurs, on est une âme qui vit dans un petit corps. Oui, Mais ce voilà que tu pour dis la me partie touche beaucoup. spirituelle. Oui, ça me touche parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'avais beaucoup, n'est-ce pas, après avoir fait la médecine classique, j'ai fait un peu toutes les autres médecines, médecine chinoise, enfin l'ostéopathie, le diététique, j'ai passé par un peu tout ça. Mais j'avais des patients qui avaient fait un peu tout ce qui existe et rien marchait. Alors je me suis dit, ben, on va aller voir dans leur inconscient. J'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle. C'est d'emmener les gens, c'est en hypnose, les emmener trouver quels sont les blocages ou les personnages qui sont restés coincés dans leur passé et en les libérant émotionnellement, on va dégager ces personnages des caves du passé. Et ça m'a absolument passionné, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, parce que des fois, au C'est rez-de-chaussée du génial. corps physique, tout va bien, mais dans les caves, il y a des personnages de l'enfance ou des vies antérieures qui sont restés verrouillés dans des attitudes de refus de la vie. Par exemple, beaucoup de gens ont eu des vies de guérisseurs ou de guérisseuses, ils ont fini sur un bûcher. Et en mourant, ils disent, c'est injuste. Exact. Et dans leur colère, ils bloquent ce personnage. Alors après, ça donne des gens qui s'intéressent à la guérison, ils ont envie d'apprendre, mais ils ont peur de... Ils disent, si je m'installe comme guérisseur, comme thérapeute, ça va de nouveau mal se terminer. Donc il faut les aider à nettoyer ces mémoires C'est ça, j'en anciennes. ai beaucoup Oui, voilà, qui ont été crucifiés, brûlés ou qui c'est ont ça. terminé en Oui, asile. Et en fait, c'est très marrant, c'est des gens qui viennent dans le secteur, comme vous le dites, oui, un peu en rouspétant, mais intéressés, mais il y a une peur. Et quand on va c'est ça. chercher, je leur dis, en fait, votre âme, elle n'est pas idiote. Hein. Elle vous dit, tu l'as déjà fait. C'est génial, il faut C'est que tu y ça. retournes. On a besoin de toi comme médium, comme passeur C'est d'âme, ça. comme guérisseur. Mais l'âme, elle va dire, attends, je suis pas idiote non plus. La dernière fois, j'ai fini brûlée, écartelée, etc. J'y retourne pas, j'ai trop peur. En allant C'est ça. déprogrammer cette vie, cette Oui, mémoire, ça bouge dans le moment présent. c'est ça. C'est la même chose Tout à avec fait. l'enfant intérieur. Quand on va guérir notre enfant intérieur dans son passé, on ramène la guérison dans le présent. Et j'arrête pas de dire aux gens, du coup, pensez à aller chercher votre vous du futur, qui est abouti, qui est dans la perfection, et ramener son savoir aussi dans votre présent. Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Le temps, il n'est pas, C'est super. le temps n'est pas Oui, chronologique, le temps n'est pas linéaire, n'est pas non plus circulaire. C'est tout se passe en même temps. c'est ça, tout Donc, à on a fait. des vies C'est simultanées, on a des vies parallèles, on a des vies antérieures, on a des vies postérieures, et tout se déroule en même temps. Les gens restent sur le lit d'hypnose, mais on va connecter différents espaces-temps c'est ça. au même moment. Donc, ça C'est fait un petit super. décalage Oui. horaire, des fois, pour certains, au réveil. Non, Mais c'est c'est vrai que passionnant. c'est un monde qui est fantastique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce travail, j'ai fait un livre là-dessus sur la psychothérapie spirituelle, c'est que pour moi, toutes nos peurs sont des mémoires. C'est toujours des mémoires. Si quelqu'un qui a peur des serpents ou peur de l'eau, vous pouvez être sûr qu'il est mort noyé ou mordu par un serpent. Donc, au moment où on arrête d'avoir peur et qu'on va voir d'où ça vient, c'est vraiment, il y a des messages, et souvent, ça permet de récupérer des talents. Moi, j'ai eu beaucoup de gens comme ça, qui ont eu un talent, puis ça s'est mal terminé, ils ont bloqué le talent. Et au moment où on libère cette mémoire, ouf, les gens tout d'un coup se mettent à peindre, à chanter, à dessiner. Ils ont libéré quelque chose qui avait été verrouillé par une expérience douloureuse. Et c'est vrai que c'est passionnant de relier aussi les gens à des futurs merveilleux. Parce que nos futurs, c'est ça la bonne nouvelle, sont forcément dynamiques. On est condamné à évoluer. On peut pas ne pas évoluer. Alors on peut résister, ce que beaucoup de gens font. Ils résistent au changement, ils résistent. Nos Mais futurs, tôt ou tard, on est amené au changement. le futur, en fait, change à chaque seconde de notre présent. C'est pour ça que je vous C'est dis, je ça. suis une des seules, moi, à faire ça, en fait, en hypnose spirituelle. C'est-à-dire que si je récapitule, on va travailler dans une vie antérieure pour comprendre ce qu'on a raté comme Oui, apprentissage, c'est ça. pour bien l'intégrer dans le moment présent. Donc, je vais dire à la personne, donc dans cette vie-là, en fait, tu travailles ça, ça, ça. Et on va aller voir deux vies. Une vie si tu as bien intégré ce qu'on t'a demandé de travailler maintenant, et une autre C'est vie ça. si tu n'intègres pas. Donc, on va voir, Excellent. il y a des décalages énormes, évidemment. Et du coup, la personne comprend bien, OK, je vais quand même travailler ça, parce que sinon, je vais avoir une vie toute pourrie, alors que je pourrais en avoir une un peu plus sympa. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Oui, le futur n'est pas du tout écrit. On a un libre C'est ça. arbitre hallucinant. À chaque seconde, on peut choisir de faire du surplace, de faire 3 fois le tour du rond-point, de passer par des aires d'autoroute, au contraire tracer à travers le champ. On est libre de tout, et tout est juste, tout est bon. Mais du coup, ça fluctue dans notre futur.
Il n'y a rien qui est établi. Il n'y a rien qui est figé. On peut faire ce qu'on veut. Surtout quand on est dans notre état d'âme. Je peux dire pas état d'être, mais état d'âme. Quand j'amène les gens à se connecter à leur âme, à rentrer dedans, régulièrement, je pose les questions. Est-ce que vous avez la temporalité? Non. Est-ce que vous sentez la gravité? Vous sentez le poids de votre corps? Non. Est-ce que vous sentez qu'il y a des limites? Non. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'émotionnalité, la colère, la jalousie, la tristesse, la rancœur? Non. Je fais, du coup, c'est quoi? Il y a une émotion dominante? L'amour. Et oui, on est fait d'amour et d'énergie. Et on peut se transformer en animal, on peut être dans divers espaces-temps, on peut tout faire. On peut tout faire en tant qu'âme. Et on a tous pris une petite partie, ou plus ou moins grande, qu'on a mis dans notre corps. Le reste est toujours dans le monde spirituel. Donc on est déjà ça, on est déjà cet être abouti qu'on cherche tous à avoir. Il faut juste se rappeler de ce qu'on est fondamentalement. C'est ça l'hypnose spirituelle en fait. C'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Ce que je trouve magnifique, c'est cette complémentarité de toutes les approches. C'est qu'on voit que les soins, ça a de la valeur, mais il faut après amener les gens à une démarche personnelle pour qu'ils aillent vers l'autonomie. C'est ce que disait Albert Schweitzer avec beaucoup d'humour, parce qu'on disait, un journaliste lui disait, mais comment se fait-il que vous entendez très bien que le chaman local, qui travaille pas du tout comme vous, et Albert Schweitzer avait dit, mais lui et moi, nous faisons la même chose. Lui avec ses méthodes et moi avec les miennes, nous essayons de montrer aux gens que le médecin, il est à l'intérieur d'eux, pas à l'extérieur. Donc nous réveillons le médecin intérieur, les capacités d'auto-guérison de la personne. Et ça, c'est une dynamique. Ce qui est passionnant, je trouve, quand on fait ça, c'est que pour le thérapeute, c'est merveilleux parce qu'il n'arrête pas d'apprendre des choses nouvelles. Donc on ne s'ennuie pas. Alors qu'un thérapeute qui répète tout le temps la même technique, c'est mortellement ennuyeux. C'est pas possible. Mais je ne comprends pas qu'on parle d'un massage, qu'on parle d'un soin énergétique ou d'une séance d'hypnose, si on a toujours le même protocole. Oui, le thérapeute passe à côté de son soin, d'abord pour lui, aussi pour le patient, c'est nul. Par contre, oui, à toutes les séances, c'est un jour une histoire. Moi, quand je rencontre des fées, des elfes, des trolls, que j'ai des chamans, que j'ai des vampires, j'ai des extraterrestres, j'ai des intraterrestres, j'ai des gens très classiques aussi. Mais c'est fantastique. Ça remet en question tout notre système de croyances, là aussi. C'est quelque chose qu'on peut facilement travailler, le système de croyances limitantes et croyances aidantes. C'est un petit travail qu'on peut faire. L'hypnose, moi, je suis l'outil qui va permettre de travailler en inconscient et je donne l'outil pour que la personne derrière travaille en conscient et reprenne sa séance justement de manière autonome. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je ne suis pas experte sur tout. J'ai 3 outils, mais je donne des clés pour que les gens puissent justement revenir à des choses simples. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est naturel et ça pourrait ne pas être très cher, quoi, en fait. Le secteur est très cher, la médecine allopathique est chère si on n'a pas de sécu, de complémentaires, de tout ça. Puis alors, résultat, façon. Donc, voilà, c'est mon bébé, c'est mon petit bébé, le dispensaire. C'est vraiment magnifique de t'entendre parce que ça donne une vision du futur, c'est-à-dire faire des dispensaires comme ça où les gens vont être encadrés, entourés pour aller dans cette démarche vers l'autonomie, vers la responsabilité, vers la prise en charge d'eux-mêmes, avec des outils simples. Ce qui nous donne beaucoup de joie, et là je te rejoins tout à fait, c'est que quand on est dans cette dynamique holistique, comme thérapeute ou comme enseignant, on a du plaisir constant parce qu'on n'arrête pas d'apprendre avec les gens. On fait une équipe. C'est pas, moi je te donne ce que j'ai, puis tant pis pour. Enfin, mais c'est ensemble, on va améliorer notre conscience. Et plus tu deviens conscient, plus moi aussi je deviens conscient. Donc il y a une entraide merveilleuse qui s'opère, et on va vers cette conscience d'unité avec tous les êtres vivants qui est notre futur. Moi je suis persuadé que peu à peu, c'est ça qui va nous libérer de toutes les croyances du passé. C'est-à-dire ces croyances qui opposent. On oppose les communistes aux catholiques, enfin bref, on n'a pas arrêté que déisme de les opposer. Alors que le futur, c'est ce sentiment, on est tous un, tous les êtres vivants, et ensemble, on se soutient dans l'apprentissage de la santé, du bonheur, du bien-être. Et c'est merveilleux. Moi, j'ai eu la chance de voir vivre des peuples naturels qui vivent sans conflit et sans maladie, et ça m'a bouleversé de voir ça. Et les 2 choses principales que j'ai vues dans ces peuples, c'est qu'ils ne mangent pas les animaux, parce que pour eux, tuer un animal, c'est une aberration totale. Ils respectent le principe tu ne tueras point. Donc, ils jouent avec les animaux, mais ils les tuent pas. Et puis, l'autre chose que j'ai vue dans tous ces peuples, c'est que quand ils ont une émotion, instantanément, ils la libèrent de leur corps, une émotion négative, peur, colère ou tristesse, ils la libèrent de leur corps comme un enfant de 3 ans. Ah, ils font une crise, et ça. Et le reste du temps, ils sont dans l'amour comme des enfants de 3 ans. Mais ils ne gardent pas d'émotions en eux, ils ne les déversent pas sur les autres. Et c'est bouleversant. Et ça, on peut tous apprendre à faire. La seule notion, c'est que dans notre société, on peut pas avoir des émotions intenses en public parce que les gens ne supportent pas. Il y a qu'un personnage
qui peut avoir des émotions intenses en public, vous savez qui c'est? C'est le clown. Moi, j'ai fait 15 ans avec un clown, on essaie de rire un peu partout dans le monde. Parce que le clown, parce qu'il a un nez rouge, il peut crier, pleurer, hurler, tout le monde trouve ça très drôle. On n'a pas peur. Parce que son costume montre qu'il n'est pas dangereux. Mais si vous faites la même chose, de crier sur la place d'un village sans costume de clown, vous vous mettez dessus dans une prison ou dans un asile. Donc c'est passionnant de voir cette complémentarité de toutes ces approches. Et je trouve que tu as un exemple vraiment rayonnant d'une nouvelle façon d'aider les gens à s'en sortir, d'arrêter de les bourrer de chimie ou d'injections et de leur donner la découverte des lois de la nature, des principes simples qui vont leur permettre de devenir toujours plus conscients, toujours plus autonomes. En tout cas, je forme le souhait que des centres comme le tien, ce dispensaire, puissent émerger un peu partout. Il y a des pays où moi j'ai travaillé beaucoup avec le Centre Hippocrate, en Floride, aux États-Unis. C'est la même dynamique. C'est une école de santé. C'est pas une clinique qui soigne des malades, c'est une école où les gens apprennent à gérer leur santé. Et bien sûr que quand les gens savent gérer leur santé, ils ont les outils pour ne plus avoir besoin d'être malades. C'est passionnant. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de t'écouter. On t'écouterait pendant des heures, mais notre temps nous est compté. En tout cas, merci infiniment, Alex, d'avoir partagé ces merveilleuses notions avec nous. Je te remercie vraiment du fond du cœur et je remercie aussi Eric qui m'a mis en contact avec toi. Merci. Très bonne soirée. Mon cher Tal, j'ai juste un message à te délivrer de la part de notre ami Olivier Soulier, qui a été obligé de s'absenter puisqu'il est avec son avocate Virginie Darojo-Requien, et qu'aujourd'hui, bizarrement, il est passé devant l'ordre des médecins. Cet ordre qui date de la période vichiste. Vichy, c'est ça. Voilà, continue à nuire. Alors le paradoxe, c'est que samedi, Olivier Soulier était primé par les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs et les plus grands médecins, et qu'aujourd'hui, eh bien, il est passé devant le Conseil de l'ordre, qui va probablement lui taper encore sur les doigts. Mais comme je le dis depuis un moment, cet ordre des médecins n'a plus de raison d'être. Il faut que les médecins s'organisent d'une manière autonome. On ne peut pas continuer à se soumettre à une autorité corrompue et partiale. Et je sais que le docteur Bourdillon, je crois, en Belgique, est en train de créer un ordre des médecins, les médecins d'Hippocrate, les vrais, pas les médecins de la médecine marchande. Et je m'en réjouis. Voilà ce que je voulais te dire. Et puis le message du docteur Soulier à ton égard. Tal, tu es un monstre sacré de la médecine. Hommage à toi. Merci beaucoup. Non, moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est vrai que j'étais un avant-gardiste depuis longtemps, mais j'ai pris beaucoup de coups, j'ai eu beaucoup d'attaques de tous les côtés, mais quelque part, les gens me disent, mais les multinationales, ils ont tout fait pour vous écraser, etc. Alors je dis, non, je les remercie du fond du cœur, parce que grâce à toutes les attaques que j'ai eues, j'ai vraiment dû apprendre à lâcher ma colère. Parce que si j'avais gardé de la colère, je serais un aigri. J'en voudrais à ci, à ça, enfin, oui. Mais ce que je trouve de merveilleux, c'est que la vie nous donne des occasions magnifiques d'apprendre des choses. Nous sommes sur une planète école. Moi, je suis avec des guides spirituels qui disent ça. Vous êtes là pour apprendre des leçons. Donc, quand quelque chose vous arrive, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'accuser les autres, apprenez à gérer la situation. Et dans ce sens-là, tout devient merveilleux parce qu'on ne reste plus dans la souffrance, l'immobilité. On apprend nos leçons. Et quand on apprend nos leçons, notre conscience augmente et la vie devient toujours plus joyeuse, rayonnante, amusante et merveilleuse. En tout cas, pour qu'elle continue à l'être, on va lui piquer une tête dans ta piscine, mon cher Tal. C'est ok, avec plaisir. Parce que je suis venu rendre visite à Eric en Italie. Alors nous sommes au même endroit. J'ai effectivement cet honneur et ce plaisir de te recevoir ici. Et je m'en réjouis. Merci, Alex. J'en profite aussi pour rendre un hommage à Alexandrine et aussi derrière elle à mon épouse et à toutes les femmes du monde parce que notre futur, c'est que l'énergie féminine augmente parce qu'il y en a marre des hommes qui sont des machos et des destructeurs. Il faut vraiment que les côtés féminins, spirituels, l'amour et la conscience augmentent dans notre société et qu'on se délivre des Fauci, des Bill Gates, de tous ces hommes machos du passé qui sont des destructeurs et qui sont des tueurs. Mais ce qui est fantastique, c'est que grâce à eux,
ça nous oblige à nous réveiller. On ne peut pas continuer à obéir à qui que ce soit. Le fond du problème, c'est que dès que j'obéis à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, je vais vers la souffrance et le malheur. Dès que j'écoute la voix de mon âme, eh ben, tout d'un coup, je suis guidé de l'intérieur, et là, je vais aller vers ce qui me rend heureux, et les autres aussi. Tu as raison. La liberté, c'était d'ailleurs c'est le ce qu'il y a de secret plus des beau. empereurs de Chine. Vous savez ça, c'est que les empereurs de Chine, pendant des siècles, la Chine a été un pays extraordinaire qui marchait très très bien. Mais la technique qu'ils avaient était fantastique. C'est que le jeune empereur, imagine la scène, il montait sur son trône. Il entendait les ministres qui avaient tous des avis différents. Quand il avait écouté ça, il savait vraiment pas quoi faire. Il descendait du trône pour aller dans la salle des ancêtres. C'est une pièce où seul l'empereur avait le droit d'aller. Et quand il était là, il commençait par lâcher ses peurs, ses colères. Il disait, je sais pas quoi faire. Enfin, il pleurait comme un gosse. Il libérait sa colère, sa tristesse, sa peur. Et quand il avait bien vidé ses émotions à travers le corps, il entrait en méditation. Il se reliait à son corps de lumière et à ses ancêtres et il disait, ô mes ancêtres, vous qui avez fait de la Chine cet empire si magnifique, j'ai besoin de votre guidance. J'ai besoin des informations qui viennent de mon âme aussi. Et quand il avait l'information, eh ben, il remontait sur son trône et disait l'empereur de Chine a décidé que. Et c'est avec cette technique que pendant des générations, la Chine a connu la prospérité, l'harmonie, ils ont construit la muraille de Chine, etc. Puis quand un jeune empereur a lu bof, tout ça c'est des bêtises du passé qui n'a plus utilisé cette technique, la Chine est entrée en décadence. Et si je dis ça, c'est parce que nous sommes tous des empereurs et des impératrices de Chine. Nous sommes tous le centre de notre monde et nous avons à apprendre à faire que notre monde devienne rayonnant et magnifique. Et on peut suivre l'exemple comme ça des empereurs de Chine. Libérer l'émotionnel, écouter les points de vue, libérer l'émotionnel et ensuite se relier à la guidance intérieure. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Alex. Merci. Bonsoir Tal. Bonsoir. Bonsoir à vous.